Salut à tous. L'Iran croyait que le détroit d'Ormuz était un puissant outil de chantage pendant le délicat processus de cessez-le-feu. Dans la région, les vedettes d'attaque rapide et les navires des gardiens de la Révolution, ainsi que des essaims de drones, avaient verrouillé chaque navire tentant de passer par ce corridor maritime. Parmi eux se trouvaient des moyens appartenant à la marine américaine, mais cette stratégie impitoyable s'est terminée par une destruction dévastatrice. Attaquer 3 destroyers américains qui osaient transiter depuis les eaux meurtrières d'Ormuz vers Oman s'est révélé être une erreur historique pour le CGRI. Le prix de cette provocation a été extrêmement lourd. L'armée américaine a anéanti les cibles militaires les plus stratégiques de l'Iran le long du littoral d'Ormuz ainsi que ses vedettes d'attaque, dans une opération aérienne frappante. Cette opération sans précédent s'est déroulée pendant une période extrêmement sensible alors que le cessez-le-feu ne tenait qu'à un fil. Tout a commencé à ce moment critique du 7 mai, les tensions au Moyen-Orient montaient, puis la marine américaine a effectué une manœuvre hautement stratégique pour briser le verrou que l'Iran avait placé sur le détroit d'Ormuz. L'objectif n'était pas seulement de protéger les navires commerciaux, mais aussi de briser le blocus naval que l'Iran avait imposé pour fermer le détroit. Dans ce contexte, le destroyer lance-missile guidé USS Truxtun fendait les vagues. Ce géant d'acier qui avait quitté la base de Norfolk était pleinement prêt au combat. Juste derrière, lui se trouvait l'USS Rafael Peralta. Le troisième navire qui les protégeait était l'imposant bâtiment de guerre USS Mason. Ces navires basés à Mayport étaient équipés de systèmes avancés de défense aérienne. Ces 3 géants d'acier avançaient du détroit d'Ormuz vers le golfe d'Oman. Soudain, des voyants d'alerte rouge ont commencé à clignoter sur les écrans radars des navires. Selon les déclarations du commandement central des États-Unis, le CENTCOM, des rampes de lancement dissimulées sur la côte iranienne avaient tiré leurs charges mortelles. Le corps des gardiens de la Révolution islamique avait vu dans le transit de la marine américaine par Ormuz une occasion de mener une attaque impitoyable. Les tactiques de guerre asymétriques ont immédiatement été mises en action par le CGRI, plusieurs missiles antinavires ont été lancés depuis les eaux sombres du détroit, le ciel s'est soudain rempli de drones suicides iraniens. De petites vedettes rapides et dangereuses ont tenté d'encercler les navires américains. Ces embarcations étaient organisées comme un essaim d'abeilles. L'objectif de l'Iran était de viser des navires de guerre américains valant des milliards de dollars avec des munitions bon marché. Ces petits bâtiments, lancés à pleine vitesse à la surface de la mer, visaient à créer un chaos total. Au même moment, des drones kamikazes descendant du ciel avaient verrouillé les ponts des navires. En bref, une vague d'attaques totalement non provoquée venait de commencer. Cependant, les forces américaines ne sont pas tombées dans le piège que l'Iran avait tenté de leur tendre dans la zone critique située entre le détroit d'Ormuz et le golfe d'Oman. Les systèmes d'armes rapprochés des destroyers ont immédiatement répondu aux drones et aux vedettes d'attaque iraniens. Les systèmes de missiles standards ont verrouillé les cibles aériennes les unes après les autres. Les canons des destroyers ont déchiqueté les vedettes du CGRI à la surface de la mer en quelques secondes. Puis, des hélicoptères MH-60 Seahawk ont décollé successivement depuis les navires. Ces hélicoptères ont détruit les menaces à leur source avec des missiles air-sol. Toutes les menaces iraniennes ont été éliminées instantanément dans les airs comme en mer. Aucun des navires américains n'a subi le moindre dommage. Le président Trump a ensuite décrit les drones tombant dans la mer en termes poétiques, les comparant à la mort de papillons. Dans le style trumpien de communication de crise, même des drones qui explosent semblent avoir besoin d'une description de concours de beauté avant que le brefage puisse se terminer. Seulement quelques heures s'étaient écoulées depuis l'attaque ratée de l'Iran et l'opération de représailles historique des États-Unis. Alors que la nuit tombait ce soir-là, le ciel résonnait du rugissement des avions de chasse américains. Car la situation à Ormuz n'était que la pointe de l'iceberg. Cette fois, toutes les installations militaires responsables de l'attaque imprudente de l'Iran étaient dans le viseur. Des explosions ont retenti le long des côtes de Bandar Abbas, puis l'île de Kachem a été livrée aux flammes, les installations de la zone côtière de Syrie ont été frappées une par une, et ce ne sont pas seulement ces 3 zones principales qui ont été visées. Des cibles dans les régions côtières de Bandar Kamir et de Minab ont également essuyé un feu intense. L'ordre d'attaque était venu directement du quartier général du commandement central des États-Unis.
Un immense réseau logistique se trouvait derrière cette opération d'envergure. Les données de renseignement de sources ouvertes ont enregistré, moment par moment, cette activité aérienne extraordinaire. La base aérienne d'Al-Dhafra, aux Émirats arabes unis, était le cœur de l'opération. Plus de 5 avions ravitailleurs ont décollé simultanément et sont apparus sur les radars. De nombreux et imposants avions stratotankers partis de cette base ont créé ce qui ressemblait essentiellement à un pont de carburant dans le ciel. Ils tournaient en boucle au-dessus du Golfe, ravitaillant les avions de chasse en vol. Ces appareils ont assuré la continuité de l'opération sans interruption. Grâce à ce soutien logistique massif dans le ciel, les avions de chasse ont pu rester au-dessus de leur cible pendant des heures. Pendant ce temps, le porte-avions USS George H.W. Bush, qui patrouillait dans les eaux du Golfe, avait déjà lancé ses oiseaux mortels. L'autre porte-avions présent dans la région, l'USS Abraham Lincoln, était lui aussi en position de soutien complet. Des avions furtifs ont verrouillé les cibles militaires iraniennes. Des avions de guerre électronique crawler ont complètement aveuglé les radars iraniens. Les systèmes de défense aérienne iraniens ne voyaient plus qu'un bruit blanc sur leurs écrans. Pendant cette séquence, des Super Hornets ont déchiré le ciel. Des F-35 ont glissé au-dessus des cibles comme des fantômes. Il a même été affirmé que des ADX Thunderbolt avaient été tenus prêts pour des frappes à basse altitude. En bref, du point de vue de Téhéran, le ciel au-dessus d'Ormuz offrait une image de chaos absolu. Les États-Unis ont déclaré n'avoir utilisé aucune force terrestre dans cette vaste opération de frappe contre l'Iran. Ils ont détruit des centres de commandement iraniens uniquement au moyen de missiles de précision tirés à longue portée. Le commandement central des États-Unis a diffusé un message très ferme immédiatement après les événements. Ce message reflétait parfaitement la doctrine de guerre froide et calculée du Pentagone. Les responsables du CENTCOM n'ont pas décrit l'incident comme une reprise de la guerre, mais ont souligné qu'il s'agissait d'une opération défensive de précision visant des sites militaires. Toute attaque contre des navires de guerre naviguant dans les eaux internationales déclenche directement le droit à la légitime défense. L'armée américaine a agi précisément sous ce bouclier du droit international. Il a également été souligné que l'opération ne visait que des objectifs militaires. Le président américain Donald Trump a secoué le monde avec son message publié sur les réseaux sociaux. Le dirigeant américain a utilisé un langage direct et sans compromis, repoussant les limites de la diplomatie militaire. Il a décrit dans son style caractéristique le plaisir qu'il avait eu à regarder les drones iraniens tomber dans la mer. Ce ton faisait en réalité partie intégrante de l'effort psychologique visant à faire s'effondrer la capacité de guerre asymétrique de l'autre camp. Pour Trump, même la dissuasion semble arriver au rythme d'une formule de rassemblement politique, comme si chaque frappe de missile avait besoin d'un titre déjà calibré pour la télévision. Trump a averti que, tout comme les États-Unis les avaient encore mis hors d'état de nuire ce jour-là, il les frapperait beaucoup plus durement et beaucoup plus violemment à l'avenir s'ils ne signaient pas rapidement leur accord. Ce message a résonné sur toutes les chaînes d'information. Il suggérait clairement que les destructions militaires infligées à l'Iran lors des dernières frappes n'étaient qu'un léger avertissement. Ces mots marquaient le moment où la diplomatie avait pris fin. Autrement dit, l'administration Trump exigeait que l'accord soit signé immédiatement. Le langage ressemblait moins à une échelle diplomatique qu'à un ultimatum de scène électorale, suffisamment poli pour paraître simple et brutal à la fois. Cela soulève la question de savoir si les régions choisies dans cette dernière frappe américaine contre l'Iran étaient réellement de nature à forcer le régime de Téhéran à revenir à la table des négociations. Après cette opération frappante, il est devenu plus clair que les cibles n'avaient pas été choisies au hasard. L'armée américaine s'était donné pour objectif d'effacer de la carte la stratégie de défense en arc de l'Iran. Les 1609 km de littoral du CGRI avaient été conçus comme une zone de mise à mort complète. Le réseau tissé avec des îles comme Larak, Syrie et Abu Moussa était entièrement dans le viseur. Les zones frappées étaient les veines jugulaires de l'Iran. Ce port, la jugulaire du Golfe, était le cœur même de la légende navale des gardiens de la Révolution. Bandar Abbas n'était pas seulement une ville portuaire.
C'était aussi le quartier général principal de la marine iranienne, qui avait été en grande partie détruite pendant la guerre et avait perdu près de 150 navires. Ces ports en eau profonde avaient servi pendant des années de centre d'incubation pour les tactiques de guerre asymétriques. Les grandes frégates Jamaran et Sahand étaient commandées depuis cet endroit. Bandar Abbas était connu comme le cœur d'Ormuz. Toutes les opérations navales des gardiens de la Révolution étaient gérées depuis ce centre. Mais les missiles américains ont réduit en cendres les dépôts logistiques et les centres de commandement qui s'y trouvaient en quelques secondes. Les énormes batteries de missiles présentes sur place ont été rendues complètement inutilisables. En particulier, les rampes de lancement de missiles antinavires côtiers ont été rayées de la carte. Les silos dissimulés de missiles Silkworm et Sunburn ont aussi été ciblés. Les centres de guidage de missiles antinavires mortels comme le Shui 101 se trouvaient précisément là. Les radars des missiles SSN-2 de Sunburn surveillaient le détroit depuis ce point depuis des années. Les missiles américains ont déchiqueté ce vaste réseau radar et ses rampes de lancement en quelques secondes. L'île de Keshem constituait une géographie militaire beaucoup plus complexe. Cette deuxième cible était un point encore plus dangereux. Ce n'était pas une destination touristique ordinaire. Keshem, la plus grande île du Golfe, couvre une superficie de 1445 km². Cette île, qui accueillait autrefois des touristes, avait été transformée en sombre forteresse militaire. Elle est décrite comme une gigantesque cité souterraine de missiles dissimulés sous la mer. Des arsenaux mortels se trouvaient à seulement quelques centaines de mètres sous les côtes. Des kilomètres de tunnels de béton creusés sous terre étaient remplis de missiles. Ces tunnels ressemblaient à un immense nid de serpents cachés sous la mer. Il existait des tunnels souterrains qui dominaient complètement le détroit. Il est rapporté que les moyens militaires présents sur cette île, qui formaient le bouchon du détroit, ont été ciblés et qu'une portion importante a été frappée. De plus, les rampes de lancement des drones kamikazes Shahed 136 ont été détruites par des frappes de précision. Ces drones attendaient dans l'ombre d'être lancés dans le ciel. Les silos dissimulés des missiles Gader et Nasser 1 ont également été touchés dans cette opération. Les missiles balistiques Kaiba représentaient une autre menace prête à être lancée depuis ces passages souterrains. Des bombes américaines à guidage de précision ont scellé définitivement les entrées de ces tunnels souterrains par des frappes chirurgicales. Des bases radars dissimulées qui dominaient les eaux du Golfe ont été complètement détruites par des bombes JDAM. L'armée iranienne, qui utilisait l'île comme un porte-avions fixe, a subi un choc majeur. La source des menaces directes contre les navires américains se trouvait précisément là. La chute de cette île a fondamentalement ébranlé le contrôle exercé par l'Iran sur le détroit. La région de Syrie, qui était le maillon le plus récent et le plus critique de la chaîne de défense asymétrique de l'Iran. Cette troisième et dernière étape était une base navale ouverte en 2020. La base navale Shahid Roudaki est la porte orientale des gardiens de la Révolution vers l'océan. Cette nouvelle base navale, qui contrôlait le côté oriental du détroit, constituait le pilier le plus important de la puissance asymétrique iranienne. Elle servait d'angle mort de détection précoce pour les navires arrivant de l'ouest. Chaque navire approchant du détroit depuis le golfe d'Oman était d'abord capté par les radars de cette base. C'est là que les systèmes d'alerte avancés et les nœuds de renseignement iraniens étaient les plus concentrés. Les gardiens de la Révolution utilisaient cette base pour surveiller tout le trafic maritime comme dans la paume de leurs mains. Mais les systèmes de défense côtière et les nœuds radars de cette zone de base ont été traqués un par un lors des dernières frappes américaines. Les avions de chasse ont probablement aveuglé ces nœuds de renseignement en les frappant individuellement. Cette région est devenue un angle mort pour l'Iran. Elle ne représente plus une menace pour les navires américains. Les maillons les plus vitaux de la chaîne de défense asymétrique ont été sectionnés et les yeux géants du CGRI qui surveillaient Ormuz ont été complètement arrachés. À la suite de toutes ces frappes massives et des pertes militaires dans les régions iraniennes ciblées, une grande panique et une profonde confusion se sont installées au sein du régime de Téhéran. Les commandants iraniens, dont les communications avec les centres de commandement avaient été coupées, volaient essentiellement à l'aveugle. Au départ, l'administration de Téhéran a cherché des signes indiquant que ces frappes dévastatrices avaient été menées par les Émirats arabes unis. Cela s'expliquait par le barrage massif de missiles dirigés contre le territoire émirati quelques jours plus tôt,
À peine 2 jours auparavant, une pluie massive de missiles avait frappé les Émirats les 4 et 5 mai. 12 missiles balistiques avaient été tirés contre les Émirats, ainsi que 3 missiles de croisière et de nombreux drones. De grands incendies avaient éclaté dans la zone industrielle de Fujairah et il y avait eu des victimes. Les incendies dans la zone industrielle pétrolière des Émirats avaient inquiété le monde entier. L'Iran avait nié toutes ces attaques, affirmant qu'elles étaient sans fondement. L'administration de Téhéran avait probablement pensé que les explosions massives provoquées par les dernières frappes américaines étaient une riposte passant par les Émirats arabes unis. Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis s'est contenté d'observer les événements en silence. Mais une fois les flammes retombées, il est devenu douloureusement clair que la puissance à laquelle il faisait face était directement la marine américaine. Lorsque la vérité a émergé, les médias d'État iraniens ont rapidement lancé un effort de propagande. Des médias comme Fars et Tasnim ont tenté de présenter les explosions comme de simples exercices de défense aérienne. Les médias iraniens essayaient très probablement de crier de faux slogans de victoire au public. Bien qu'ils aient affirmé que des zones civiles avaient été touchées, ils n'ont présenté aucune preuve. En réalité, seules des infrastructures militaires stratégiques avaient été détruites. L'impact mondial de cette opération de frappe critique est bien plus intense qu'on ne l'imagine. Derrière toute cette activité militaire se cache un message diplomatique très profond. Une partie d'échecs diplomatiques extraordinaires se joue dans les coulisses de la guerre. Le trafic diplomatique n'avait jamais cessé depuis le début de la crise. Le fragile cessez-le-feu de 2 semaines conclu en avril était en réalité un calme complet avant la tempête. Téhéran avait présenté à la table son propre plan en 14 points, rempli d'exigences incroyables et extrêmes. Il avait exigé le retrait complet des forces américaines de la région et des réparations de guerre. En plus, Téhéran réclamait le retour des avoirs gelés et des milliards de dollars en compensation de guerre. Il avait même exigé un mécanisme entièrement nouveau sous son propre contrôle pour le détroit d'Ormuz. Le président Trump avait immédiatement rejeté ces demandes excessives et les avait balayées de la table. La réponse de Trump était une contre-offre très claire et extrêmement létale. Quelques jours plus tôt, les États-Unis avaient présenté à l'Iran un protocole d'entente d'1 page. Ce document, transmis secrètement par la médiation pakistanaise, était essentiellement un accord de capitulation. Dans le théâtre de la négociation version Trump, un document d'1 page peut être présenté à la fois comme un plan de paix, un argumentaire de vente et une étiquette d'avertissement. Cette offre représentait la dernière sortie possible pour mettre fin définitivement à la guerre. Ce protocole d'entente d'1 page était le dernier billet de sortie honorable offert par Trump à l'Iran. Il visait à lancer un processus de négociation de 30 jours. L'ouverture immédiate du détroit d'Ormuz était une condition obligatoire. La retenue complète des groupes mandataires et des militants figurait parmi les points les plus importants sur la table. Il exigeait la coupure nette du financement de tous les réseaux militants dans la région et des forces mandataires comme le Hezbollah. L'arrêt complet du programme nucléaire faisait aussi partie des demandes. L'Iran était en train d'évaluer cette offre vitale. Une réponse finale était attendue dans les 24 heures. Les diplomates pakistanais étaient concentrés sur la réponse définitive qui devait venir de Téhéran. Cependant, tirer sur des destroyers américains dans le détroit a complètement changé l'équilibre à la table. La riposte sévère de Washington constituait en fait une application implicite de l'acceptation de l'offre de cessez-le-feu présentée. Elle envoyait un message puissant. Si l'Iran ne s'asseyait pas à la table, les États-Unis effaceraient tous ses moyens militaires de la carte. L'administration Trump ne cède pas un pouce dans sa stratégie visant à obtenir la paix par la force. Une dernière chance a été donnée pour accepter l'accord et respecter les conditions du cessez-le-feu. Sinon, la puissance militaire de l'Iran sera complètement effacée de cette géographie. Le désir de Trump d'obtenir une reddition sans condition devient plus évident à chaque seconde. L'expression la paix par la force fonctionne très bien derrière un podium. Surtout quand les petits caractères ressemblent beaucoup à signer maintenant ou regarder la carte changer. Les déclarations de la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, résument clairement la gravité de la situation. Lors du point de presse, les mots de Leavitt ont glacé l'atmosphère. Elle a déclaré que si l'Iran ne comprend pas qu'il a été défait militairement, il sera frappé plus durement qu'il ne l'a jamais été auparavant. Ces mots sont perçus comme la preuve la plus claire que Trump ne bluffe pas et qu'il est prêt à déchaîner l'enfer. Le style de la salle de presse était familier, pression maximale, nuance minimale et
juste assez de menaces théâtrales pour garder les caméras éveillées. Cette posture dure réduit complètement la marge de manœuvre de l'Iran. Ces eaux, par lesquelles transite 20% du commerce pétrolier mondial, sont désormais au centre d'une lutte de pouvoir irréversible. Les navires commerciaux, qui tentent d'avancer dans l'ombre massive des bâtiments de guerre, font face à de grands risques. Les primes d'assurance des pétroliers ont déjà grimpé comme des missiles. Dans les couloirs des Nations Unies, de nouveaux projets de sanctions menés par les États-Unis et Bahreïn circulent. Les chaînes mondiales de transport maritime sur les routes de contournement de la Chine ont subi de profondes blessures à cause de cette crise. Les lignes d'approvisionnement énergétique vitales du Japon sont également exposées à un grand risque en raison du blocus dans ce détroit. Il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite dispose aussi d'une troisième route contournant Hormuz. Tous ces réseaux logistiques mondiaux sont liés au destin d'un seul détroit. Pour cette raison, les États-Unis veulent déraciner la crise à sa source. Dans ce contexte, la doctrine iranienne de guerre asymétrique a été officiellement effondrée par les frappes de précision américaines à longue portée. Ce qui s'est passé n'est pas seulement une bataille, mais la réécriture même du destin de la sécurité énergétique mondiale. L'Iran devra soit s'asseoir à la table, soit regarder impuissant la disparition complète de sa chaîne de défense asymétrique à Hormuz, car cette opération américaine historique a brûlé toutes les cartes de l'Iran à la table du cessez-le-feu. La question décisive est maintenant de savoir si la direction iranienne cédera au dernier avertissement de Trump et s'assiera à la table, ou si le CGRI reprendra encore une fois le pouvoir décisionnel à Téhéran et continuera d'entraîner le pays vers un scénario de destruction totale dans lequel il perdrait complètement le détroit d'Ormuz. Et dans la version trumpiste de l'histoire, chaque conclusion doit encore sonner comme une négociation, même lorsqu'elle est écrite avec des porte-avions dans la marge. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne. Rendez-vous très bientôt